Début 2022, un sondage montrait que 8 Français sur 10 se disent inquiets au sujet de la protection de l'environnement et du changement climatique. Le chiffre, qui monte à 92% chez les moins de 35 ans, prouve que la prise de conscience de la crise écologique est aujourd'hui largement partagée dans la société française. Certes, il ne faut pas s'y méprendre, le climato-scepticisme traverse toujours la société à grand renfort de lobbies divers et variés, mais globalement, le consensus scientifique est accepté par quasiment l'ensemble du champ politique, à droite comme à gauche, autour de deux affirmations. Il y a un réchauffement climatique à l'échelle de la planète, et l'activité humaine en est la cause principale. En bref, le problème est assez largement reconnu, au moins sur la forme, mais les solutions divergent. Puisque la prise de conscience écologique s'est diffusée massivement, on trouve à la droite et à l'extrême droite le développement d'un discours qui tente de s'approprier l'enjeu écologique en se positionnant comme le camp idéologique le plus légitime à le prendre en charge. Or, ce discours se diffuse plutôt bien, jusqu'à ce que l'on en vienne à retrouver dans certaines bouches peu rigoureuses l'idée que la question écologique serait née à l'extrême droite. Alors, nous allons examiner et analyser ces discours à partir de quelques extraits représentatifs des arguments de la droite pour s'approprier l'écologie. Mais avant de se lancer dans la critique des discours, un retour en arrière s'impose pour apporter quelques éléments de contexte. On fait généralement remonter la prise de conscience de l'enjeu écologique à l'après-Seconde Guerre mondiale, et en particulier aux années 1970, qui marquent un tournant à plusieurs niveaux, nous y reviendrons. En réalité, si on remonte le temps, il est possible de trouver des luttes, des réflexions et des éléments conceptuels qui ont préparé le terrain à la naissance de l'écologie politique dans la deuxième moitié du XXe siècle. C'est le projet que se donne par exemple le chercheur Pierre Charbonnier dans l'ouvrage intitulé Abondance et liberté, dont l'intérêt est de retracer une histoire environnementale des idées de la modernité plutôt qu'une histoire des idées environnementales. À ce jeu-là, et sans faire remonter l'histoire des idées jusqu'au XVIIe siècle comme le fait Charbonnier, on peut tout de même identifier les racines de la question écologique au XIXe siècle dans les bouleversements sociaux, matériels et intellectuels provoqués par la révolution industrielle. En effet, le XIXe siècle européen est marqué par l'exploitation industrielle de nouvelles ressources, que sont le charbon puis le pétrole quelques décennies plus tard, des énergies qui sont certes non renouvelables, mais qui se présentent alors en telle quantité qu'elles ouvrent de nouvelles possibilités matérielles pour les sociétés européennes. Ces dernières vont alors se transformer en quittant le modèle agraire et manufacturier pour passer à un modèle industriel caractérisé par la centralisation de la production de richesses dans les villes, l'utilisation massive de machines dans la production ou encore la spécialisation et la division du travail. Tous ces changements s'opèrent en quelques décennies et soulèvent de nouveaux problèmes que l'on résumera ici par la notion de question sociale, c'est-à-dire pour faire simple les problèmes d'inégalité et d'injustice sociale soulevés par le nouveau régime économique et social qu'est le capitalisme industriel. C'est là, à partir de la posture critique vis-à-vis de ces nouvelles sociétés et de l'attention portée à la question sociale, que l'on peut distinguer deux conceptions politiques opposées au XIXe siècle. D'un côté, une dénonciation conservatrice et romantique de l'industrialisation qui prône un retour à la nature, et de l'autre côté, une critique socialiste ou communiste du capitalisme industriel et de l'exploitation par le travail qu'il produit. Dans le premier camp, celui que nous appellerons de façon un peu trop simpliste les conservateurs, plusieurs nuances coexistent. Commençons avec le romantisme qui se développe dès la fin du XVIIIe siècle alors que les bourgeoisies européennes sont en plein essor. Ses formes et ses contenus sont assez variés, mais on peut tout de même définir le romantisme comme un mouvement de protestation contre un monde moderne, capitaliste et industrialisé qui se traduit par l'affaiblissement du lien social, une sécularisation relative des esprits et plus globalement un désenchantement du monde. Il y a des courants du romantisme qui se formulent en critique philosophique ou en renouvellement artistique, mais ce qui nous intéresse ici, c'est plutôt la dénonciation de la mécanisation causée par l'industrialisation et la valorisation de la relation de l'homme avec la nature. On retrouve la thématique chez des auteurs tels que Henry David Thoreau, William Morris, Victor Hugo ou encore Jean-Jacques Rousseau. Toutefois, il ne faut pas croire que le discours romantique cherche à préserver l'environnement ou à conserver les équilibres des écosystèmes. Tout cela n'est pas à l'ordre du jour à l'époque. La nature est valorisée par les romantiques parce qu'elle est synonyme de spontanéité, de pureté et de poésie face à un monde de plus en plus structuré par les échanges marchands, les machines et des paysages urbains industriels.
On retrouve au XIXe siècle une défense conservatrice de la terre et de la nature au sein de l'aristocratie des grands propriétaires terriens qui se mobilisent contre l'accaparement de la terre par les logiques du marché. Là encore, le motif de la lutte ne répond pas à une volonté de préservation de l'environnement, mais plutôt à une volonté de conserver la propriété de la terre et donc leurs intérêts propres, le tout enrobé dans un discours qui assimile la terre à l'ordre naturel et à l'essence de la nation. Nous n'allons pas nous attarder là-dessus tout de suite, mais c'est ainsi que se développe tout un courant de pensée de défense et même de retour à la nature, fondé sur des motifs réactionnaires et identitaires. L'une des formes les plus extrêmes de la défense conservatrice et identitaire de la nature se retrouve dans le nazisme, dont le discours de protection de la nature sert simplement à imposer de prétendues lois de la nature, telles que le darwinisme social, et, par symétrie, à rejeter tout ce qui est arbitrairement considéré comme contre-nature. Par exemple, l'homosexualité ou le handicap. Il n'est pas étonnant, au regard de ce que l'on vient d'expliquer, que le nazisme et son prétendu discours écologique aient pu convenir aux grands propriétaires terriens allemands, ni qu'il ait joué sur la corde romantique très populaire en Allemagne à l'époque. Et dans tout ça, rien de concret pour l'environnement, que les nazis contribuent au contraire à détruire au nom d'impératifs économiques et industriels, ce qu'explique remarquablement l'historien Johann Chapoutot dans un article que vous pouvez retrouver dans les sources de cette vidéo. Bref, pour en revenir à la question de départ, voilà ce qui constitue les racines d'un rapport conservateur, voire identitaire, à l'environnement ou à la nature. Or, ce qui est intéressant, c'est que le socialisme, au sens large, ne va pas vraiment développer un discours ou une analyse susceptible de contester l'enjeu de la protection de la terre aux conservateurs. Au contraire, les socialistes concentrent leurs analyses et leurs luttes sur les centres urbains où se crée et se répartit la valeur économique. Pourtant, à y regarder de plus près, c'est bel et bien du côté de la critique socialiste et communiste du capitalisme industriel que l'on trouve les premières armes pour penser une préservation de l'environnement qui ne se fonde pas sur des motifs culturels ou identitaires, mais bien sur des motifs existentiels et surtout politiques. Il existe au XIXe siècle différents socialismes, qui partagent une grille de lecture commune du monde social comme étant constituée de forces productives, que sont la force de travail humaine et les moyens de production, c'est-à-dire les machines, les énergies, les terres agricoles ou encore les techniques d'organisation du travail. Dès lors, Karl Marx et Friedrich Engels distinguaient deux classes sociales. La bourgeoisie, qui possède les moyens de production, et le prolétariat, qui ne possède que sa force de travail, qu'il vend à la bourgeoisie en échange d'un salaire pour vivre. Mais il ne s'agit pas de se lancer dans un cours sur le marxisme ici. Ce qui nous intéresse, c'est qu'à partir de la pensée socialiste ou communiste, on peut analyser la façon dont le capitalisme, en tant que système socio-économique fondé sur la maximisation du profit, a tendance à surexploiter et donc à mettre à mal les conditions de reproduction des forces productives. Alors, évidemment, au XIXe siècle, l'analyse socialiste se focalise sur l'exploitation du travail et donc du travailleur. Mais on peut aussi tout à fait reprendre la forme de l'analyse et l'appliquer à l'exploitation de l'environnement, en montrant comment le capitalisme surexploite et donc met à mal la reproduction des moyens de production, que sont les sols, les ressources énergétiques, les écosystèmes et par la même occasion la santé des travailleurs et travailleuses. En résumé, il y a une continuité logique entre la question sociale soulevée par les socialistes du XIXe siècle et la question écologique, que l'on peut définir comme la tension entre la façon dont nos sociétés produisent et consomment d'une part, et la nécessaire préservation d'un environnement dans lequel il est toujours possible de vivre correctement et dignement d'autre part. Maintenant, revenons-en aux années 1970. Si nous avons dit tout à l'heure que la décennie représente un tournant dans la prise de conscience écologique, c'est parce qu'elle correspond à l'apparition d'un véritable discours scientifique et d'une littérature d'alerte à propos des conséquences environnementales du modèle de société occidentale, notamment avec le rapport du Club de Rome publié en 1972. Alors, certes, le fondement scientifique nouveau ne garantit pas un mouvement global de la société. Pourtant, c'est plutôt ce qu'il se passe, avec la création dans la foulée des premières ONG de protection de l'environnement, des premiers partis politiques se revendiquant écologistes en Europe, et même de la première conférence des Nations Unies sur l'environnement à Stockholm en 1972. Justement, à partir des années 1970 se joue une nouvelle ligne de partage dans la pensée écologiste, qui se place en partie dans la continuité de la division plus ancienne que nous avons présentée juste avant. D'un côté, il y a l'écologie politique. Le courant est formé par ceux qui considèrent que la préservation de l'environnement nécessite une transformation profonde de la société, de ses logiques et de ses institutions.
En d'autres termes, l'écologie politique est un courant qui considère que la question écologique n'est pas une question culturelle ou individuelle, mais qu'il s'agit d'une question politique qui nécessite des réponses politiques. L'écologie politique trouve ses fondements dans la famille idéologique de la gauche au sens large, avec toutefois une distanciation marquée vis-à-vis des expériences dites du socialisme réel en URSS ou en Chine. En effet, l'un des postulats principaux de l'écologie politique consiste dans la volonté de subordonner la sphère économique aux intérêts humains et sociaux. Cela peut paraître évident dit comme ça, mais c'est précisément le contraire du capitalisme libéral, qui a déconnecté l'économie de la sphère sociale et du contrôle démocratique en laissant le marché s'autoréguler. Dans une économie fondée sur un marché libre, la valeur des biens dépend des flux commerciaux et non de leur utilité. L'idée qu'il faudrait reconnecter l'économie à la réalité et même la subordonner aux besoins du plus grand nombre, on la trouve déjà chez les socialistes qui souhaitent que l'État intervienne pour modifier la répartition de la valeur ajoutée ou encore redistribuer les richesses. Or, l'écologie politique reprend cette première exigence à son compte en y ajoutant la nécessité de subordonner l'économie à des considérations environnementales. Ainsi, il faut sortir du modèle économique actuel, orienté vers la croissance de la production et le profit, pour entrer dans un nouveau système économique fondé sur le critère d'utilité et le contrôle démocratique afin de freiner la production et la consommation. Alors, il faut préciser qu'aujourd'hui, certains partis qui se revendiquent de l'écologie politique participent à des alliances ou à des coalitions avec des partis de tendance libérale, ce qui a tendance à brouiller les pistes quant à ce qu'est l'écologie politique réelle, qui se place dans la lignée de la tradition politique d'opposition au capitalisme. De l'autre côté, il y a une écologie qui n'est pas politique, que l'on pourrait appeler environnementalisme. Elle réunit ceux qui se préoccupent de la préservation de l'environnement sans pour autant remettre en cause les logiques économiques et politiques de la société. Qu'il s'agisse de ceux qui croient que la question écologique peut être réglée par le développement technologique ou une prétendue croissance verte, ou de ceux qui considèrent que l'écologie est un enjeu culturel, voire identitaire, les conservateurs que nous avons déjà évoqués. Dans les deux cas, les environnementalistes défendent ce qu'on peut appeler une écologie de droite, puisqu'elle se distingue par une volonté de maintenir l'ordre établi au niveau socio-économique. Au contraire de la gauche, qui s'est dans son histoire définie par la volonté politique de transformer le système socio-économique, que ce soit par la réforme ou la révolution selon les tendances. Parmi les environnementalistes, nous n'allons pas nous attarder ici sur ceux de la première catégorie qui gravitent dans le ventre mou intellectuel du libéralisme économique et de la défense du statu quo. L'idée qu'il serait possible de maintenir notre modèle de production et de consommation ou de l'amender de façon superficielle sans en changer les logiques profondes a été contredite maintes et maintes fois, qu'il s'agisse d'arguments politiques ou de projections scientifiques. Il est plus intéressant par contre de répondre aux arguments développés par d'autres environnementalistes, ceux de la droite conservatrice et réactionnaire et de l'extrême droite. De nombreux éléments de réponse se trouvent déjà dans la présentation que je viens de faire de l'histoire de l'écologie dans le champ politique, mais le fait de répondre à des arguments précis permettra de concrétiser toute l'explication théorique qui précède. Commençons par écouter la première ineptie qui évoque la question de l'origine idéologique et politique de la question écologique. Il y a aussi tout simplement ce que j'appelle une écologie de droite, une écologie enracinée. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier, sur le plan idéologique, que l'écologie était d'abord, dans le vieux débat droite-gauche entre la nature et la culture, du côté de la droite. Ici, l'argument n'est pas très solide et repose sur une confusion très commune, mais savamment entretenue. La réponse va donc être rapide. La question écologique est d'abord ramenée à une opposition binaire entre nature et culture. On trouverait ainsi d'un côté ceux qui veulent défendre la nature et ses lois, et de l'autre ceux qui veulent s'en éloigner en développant la culture, c'est-à-dire l'œuvre humaine. En matière écologique, l'opposition n'a aucun sens, puisque c'est justement en vertu d'arguments politiques et scientifiques, deux domaines qui relèvent de la culture, que l'homme a décidé de se préoccuper de préserver son environnement. D'ailleurs, la plupart des gens qui se revendiquent de l'écologie ne disent pas vouloir préserver la nature en tant que telle, pour ses qualités propres, mais bien préserver les écosystèmes pour que l'homme puisse continuer à vivre correctement en leur sein et en harmonie avec la nature. Donc non, l'écologie ne s'inscrit pas contre la culture, c'est faux. Mais évidemment, il ne s'agit pas là d'une erreur ou d'une incompréhension, mais bien d'une vision biaisée de l'écologie à des fins idéologiques.
En effet, en définissant l'écologie comme la protection de la nature contre l'ordre de la culture, on instrumentalise l'enjeu écologique pour justifier en son nom la défense de prétendues lois naturelles qui sont purement arbitraires et qui relèvent en fait non pas de la nature mais d'un ordre social antérieur ou actuel. Nous retrouvons là des caractéristiques typiques de l'argumentaire conservateur, réactionnaire et parfois identitaire dont nous avons parlé précédemment. Poursuivons sur ce même sujet avec un exemple plus précis encore de ce type d'argumentaire. Moi, j'avais écrit un article dans la revue de Michel Onfray, Front Populaire, sur l'écologie conservatrice, où j'expliquais que voilà, l'écologie était fondamentalement un thème conservateur, puisqu'il s'agit de la préservation du monde. Et c'est un objectif éminemment conservateur, à la fois la préservation de la beauté du monde et l'affirmation qu'il existe un certain nombre de limites, à la fois des limites des ressources naturelles, mais aussi des limites à la condition humaine, et la limite aussi en tant que frontière entre les nations, frontière de la différence des sexes, frontière entre de la mort et du vieillissement, etc. Et donc je pense que voilà, préserver ces limites, ça devrait faire partie de l'ADN de la droite. Là, le parallèle entre la nature comprise comme milieu de vie de l'humanité et la nature comprise comme nature humaine est explicitement énoncé. Derrière la défense d'un ordre naturel, on peut mettre à la fois le rejet de l'homosexualité considérée comme contre-nature, de même que la transidentité par exemple. Évidemment, ce discours fait passer pour du naturel ce qui relève en général de faits sociaux. Par exemple, en naturalisant certaines différences de comportement entre les hommes et les femmes qui relèvent pourtant d'une socialisation différenciée, afin de justifier une inégalité en droit ou en acte. Le dernier point que nous n'avons pas évoqué dans l'extrait consiste dans l'instrumentalisation de l'enjeu écologique au service du repli nationaliste. Mais avant d'en parler, voyons un dernier extrait. Et donc l'écologie, que vous le vouliez ou non, écologie qui veut dire science de la maison, science du foyer, science donc de l'identité, du chez-soi, est une science totalement de droite, conservatrice, classique, liée aux anciens. Et l'on pourra sauver la nature que lorsque justement on en reviendra à tous ces principes classiques et qu'on mettra de côté les principes de la modernité et de la postmodernité qui ne cherchent à développer que les moyens, donc que la sagacitas. D'ailleurs, je dirais aussi que pour sauver la nature autour de nous, il faut d'abord ne pas commencer par nier celle qu'il y a en nous, ce qui est l'immense contradiction des écologistes de gauche. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune nature en nous, nous sommes totalement plastiques, évidemment, mais il faut sauver la nature autour de nous. Encore l'extérieur est jamais passé par nous. Non. Être cohérent en tant qu'écologiste, c'est vouloir sauver la nature aussi en nous, nature humaine qui est en pleine aliénation et en pleine dégradation pour plein de raisons. Et quand on se concentrera qu'on s'intéressera à la nature en nous, on s'intéressera à nouveau à la nature autour de nous parce qu'elles sont interconnectées. Ici, la boucle de la confusion idéologique et politique est bouclée, avec cependant plus de complexité que dans les deux derniers extraits. D'abord, le discours conservateur et identitaire est appuyé sur l'étymologie du mot écologie. Effectivement, le terme vient bien des mots grecs oikos et logos, qui signifient habitat et discours. On traduit donc généralement l'étymologie du mot par la science de l'habitat. Sauf que science de l'habitat, ça n'a rien à voir avec une quelconque identité. L'habitat doit être ici compris comme l'environnement, le milieu de vie de l'homme, et donc l'écologie, c'est à l'origine la science étudiant la relation des êtres vivants à leur milieu de vie. C'est d'ailleurs sur une base du rapport au milieu de vie que certains pionniers de l'écologie politique, comme André Gorz, ont pris parti pour la préservation de l'environnement et pour lutter contre le mode de production capitaliste. En effet, la marchandisation ainsi que la division du travail capitaliste sont tenus pour responsables du fait que la majorité des individus n'ont plus de contrôle sur la façon de produire, sur les choix techniques, alors que ce sont ces choix qui déterminent la façon de travailler la nature et d'interagir avec l'environnement. Les choix techniques sont décidés par ceux qui détiennent les moyens de production, et l'on voit encore une fois qu'une véritable prise en compte de la question écologique implique des considérations économiques et politiques. Bref, le concept de milieu de vie, central dans le concept d'écologie, qu'il soit considéré scientifiquement ou politiquement, n'a pas de rapport avec la question de l'identité. Et encore moins quand la suite du discours dans l'extrait cité laisse comprendre que l'identité en question doit être comprise comme une identité culturelle, prémoderne, à laquelle il faudrait revenir. L'une des plus grandes arnaques du discours prétendument écologique de la droite se trouve justement là, dans la volonté de faire passer la question écologique pour un enjeu culturel et non politique. En résumé, pour préserver l'environnement, il faudrait opérer avant tout une révolution culturelle et idéologique qui se débarrasserait des acquis philosophiques de la modernité.
Or, s'il y a effectivement une critique de la modernité et de ses piliers philosophiques à opérer, cela ne peut se faire sans une réflexion en amont sur les causes matérielles de la crise écologique que nous traversons. Car une écologie politique qui veut se montrer à la hauteur des enjeux et transformer les sociétés doit d'abord considérer que ce ne sont pas les idées qui gouvernent le monde, mais bien un système socio-économique et les choix qui lui ont permis d'émerger puis de se maintenir. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à la partager autour de vous, histoire de peser dans la bataille idéologique qui fait déjà rage autour de la question écologique. La plupart des choses qui ont été exposées dans cette vidéo relevaient plus d'un rappel factuel et historique que d'analyse idéologique profonde, mais ces rappels sont fondamentaux pour éviter la confusion idéologique autour de l'écologie et identifier clairement les racines et les fondements de la lutte écologique contre toutes les instrumentalisations qui en sont faites. Les sources de la vidéo sont en description. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.